Bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule juridique. Mon nom est Stéphanie Turcotte, je suis avocate chez Kayne Lamar en région au bureau du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Aujourd'hui, je vais vous traiter du sujet, je vais répondre en fait à la question « Est-ce qu'une municipalité est encore limitée à une période de 5 ans pour engager son crédit? » La réponse est relativement simple, c'est non, mais en bonne avocate, je vais vous dire non, mais. On se rappelle que selon l'ancienne règle prévue au Code municipal du Québec ainsi qu'à la loi sur les cités et villes, toute convention par laquelle une municipalité engageait son crédit pour une période qui excédait 5 ans ou 10 ans, dans le cas des municipalités de 100 000 habitants et plus, devait être autorisée au préalable par le ministre des Affaires municipales. Cette règle-là est en vigueur de 1985 à 2017, mais jusqu'en 1995, la période de 5 ans était moindre, c'était une période de 3 ans. Donc, c'est quand même un engagement important, une obligation importante pour les municipalités du Québec, dans la mesure où toute convention inférieure à 3 ou 5 ans par laquelle il y avait une sortie de fonds municipal devait être au préalable autorisée par le ministre. C'est une procédure qui pouvait ressembler à ce qu'on connaît pour les règlements d'emprunt, l'approbation des règlements d'emprunt ou encore l'autorisation de cautionnement. C'était l'article 14.1 du Code municipal du Québec et 29.3, la loi sur les cités et villes, qui prévoyait cette règle-là. Ces articles-là existent encore aujourd'hui, mais ont subi une transformation importante avec le projet de loi 122 en 2017. Dorénavant, comme le ministre l'a expliqué lors de la présentation de cette disposition-là, en 2017, lors de l'adoption du projet de loi 122, c'est les interventions majeures qui sont réalisées sur un immeuble par le co-contractant d'une municipalité lorsque cet immeuble est utilisé à des fins municipales qui sont visées par une procédure non plus d'autorisation, mais une procédure d'approbation. Je fais une distinction entre autorisation et approbation parce que juridiquement, il y a une différence dans le moment où ça doit intervenir. L'autorisation, c'était avant même d'engager le crédit, c'est-à-dire qu'auparavant, on devait obtenir l'autorisation du ministre avant même de signer le contrat par lequel on engageait son crédit. L'exemple typique, c'était par exemple toute location d'un véhicule pour les travaux publics. Lorsqu'on avait un bail pour louer un véhicule de plus de 5 ans, il fallait avant même de signer chez le concessionnaire le bail de location, obtenir l'autorisation du ministre. Ce qui explique peut-être pourquoi plusieurs municipalités au Québec avaient bizarrement des contrats de location de toujours moins de 5 ans ou moins de 10 ans, dépendamment du nombre d'habitants. Aujourd'hui, on va chercher une approbation, c'est-à-dire que c'est après la signature du contrat pour que le contrat soit valide, il doit être approuvé. Et ce n'est plus par le ministre des Affaires municipales, mais plutôt par les personnes habiles à voter, les PHV, si on utilise l'acronyme. De la même façon qu'on doit le faire pour un règlement d'emprunt. Sauf qu'il n'y a plus nécessité d'aller par la suite au ministre des Affaires municipales, à la différence des règlements d'emprunt qui, eux, doivent bien souvent faire l'objet d'une approbation par les personnes habiles à voter et ensuite par le ministre des Affaires municipales. Ce n'est plus le cas, ce n'est pas le cas des engagements de crédit. Il y a la nature de l'obligation aussi qui a changé. Maintenant, ce n'est plus nécessaire d'obtenir une telle autorisation pour toute convention qui engage le crédit. On vise plutôt dorénavant des situations où une municipalité va s'engager monétairement envers un tiers, et c'est là où il y a une différence majeure, lorsque le tiers en question s'engage à construire, agrandir ou modifier substantiellement un bâtiment ou une infrastructure utilisée à des fins municipales. D'où les termes du ministre lors de l'adoption du projet de loi qui disait qu'on visait les interventions majeures qui sont réalisées par un co-contractant sur des immeubles utilisés à des fins municipales. Donc, construire, agrandir ou modifier et substantiellement. Donc, intervention majeure. Fait à noter, on ne vise pas ici les contrats de construction qui peuvent être accordés par le biais d'appels d'offres. Ce n'est pas des situations où cette obligation-là va entrer en ligne de compte. C'est plutôt les situations où il y a une obligation par la bande de construire, de modifier ou d'agrandir un bâtiment. Par exemple, on fait une convention d'exploitation, une convention de gestion avec un tiers on lui cède une partie d'une infrastructure municipale à charge pour lui de faire une modification, de construire.
c'est ce qu'on appelle des contrats de type amphithéotique, où on a une obligation de construction. Le cas type qu'on a vu en jurisprudence, c'est les situations où des municipalités cédaient des terrains ou encore des débuts d'infrastructures pour faire des arénas ou des complexes sportifs et cédaient le tout à un tiers, souvent un OBNL, pour gérer le dit complexe, mais aussi faire des constructions, compléter l'aréna ou même le construire de A à Z. Et par la bande, la municipalité s'engageait financièrement, souvent en louant des heures de glace quand c'était des complexes sportifs ou des heures de piscine pour ses citoyens. Donc là, il y a un engagement monétaire de la municipalité à charge de faire une construction par un tiers. Ce sont depuis 2017 des situations qui doivent être soumises à l'approbation des personnes habiles à voter. Fait à noter, il n'y a pas de restriction quant à la durée de l'engagement. Donc, peu importe la durée du contrat, la durée de l'amphithéo, si c'est un contrat de type amphithéotique, ça devrait être soumis à l'approbation des personnes habiles à voter dans la mesure où il y a agrandissement, construction ou modification substantielle de l'infrastructure. Ça peut être 1 an, 6 mois, 10 ans, 45 ans. Il n'y a pas de différence. Ce n'est pas un facteur important à regarder. Il n'y a pas non plus de valeur monétaire. On ne vient pas dire dans la disposition, comme on le fait pour les cautionnements, là, que c'est passé un certain montant, ça doit être soumis à l'approbation des personnes habiles à voter. Il n'y a pas ça. Donc, peu importe la valeur, la construction, la modification, ça devra être soumis aux personnes habiles à voter. Notons, puis l'exemple de location des heures de glace est un bon exemple, que l'obligation peut même être implicite. Ça peut être dans le cadre d'un contrat plus vaste qui ne vise pas seulement l'obligation pour un co-contractant de construire ou de modifier, qui vise par exemple l'exploitation d'une infrastructure, mais de manière implicite, même si c'est dans un contrat ou dans une entente séparée, si dans le projet global, il y a une obligation implicite de la municipalité monétaire qui implique une certaine sortie de fonds, par exemple par le biais de location d'heures de glace, même si ce n'est pas la remise comptant d'un montant d'argent, ben, ça devrait être soumis à l'approbation des personnes habiles à voter. Donc voilà, soyez prudents quand vous faites des contrats de ce type-là. Retenez que dans la mesure où on vient demander à un tiers de faire des quelconques travaux sur une infrastructure qui sera utilisée à des fins municipales, ce qui est le cas de la plupart des infrastructures dans lesquelles la municipalité peut être impliquée, eh bien, il faut avoir le réflexe de penser que la conséquence de ça, ça sera d'entamer un processus d'approbation par les personnes habiles à voter. Et ultimement, c'est la même chose que pour le règlement d'emprunt. Donc, si on a suffisamment de signatures par les personnes habiles à voter lors de l'ouverture du registre, on devra tenir un scrutin référendaire et en l'absence d'accord des citoyens, ben, on ne pourra tout simplement pas faire le projet. En vous remerciant pour votre attention, je vous souhaite à tous et à tous une bonne continuation. Merci.